Jacques Neria, bonjour, ancien officier des renseignements militaires, également chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Alors Jacques, on le voit, le djihad islamique continue de tirer sur Israël et poursuit même ses menaces contre le gouvernement. Alors, il faut comprendre le comportement d'une telle organisation terroriste. Ils veulent dire le dernier mot. Donc, et Israël ne veut changer cette équation-là. En début d'opération, Israël a pris l'initiative, ce qu'Israël n'avait jamais fait dans le passé. Donc, depuis pas mal de temps, Israël n'avait pas pris l'initiative. Et maintenant, Israël a aussi dit très clairement au djihad islamique, vous ne direz pas le dernier mot. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie d'arriver à une sorte d'entendement concernant un cessez-le-feu, mais les conditions qui sont posées par le djihad islamique sont inacceptables, totalement inacceptables par Israël. Les trois conditions sont l'annulation du défilé des drapeaux à Jérusalem la semaine prochaine, le retour du corps du prisonnier qui est mort de la grève de faim et naturellement l'arrêt total du ciblage des personnalités et des militaires du djihad islamique, ce qui naturellement Israël n'acceptera jamais. Donc de ce fait-là, nous sommes dans une situation où, comme on le voit, ça fait déjà plusieurs heures que le djihad islamique ne tire pas, ou bien il est en train de se réorganiser, voir où mener ses munitions, les poser dans des endroits qui ne sont pas, je dirais, sous la surveillance d'Israël et naturellement tirer au moment opportun ou au contraire, on se retrouvera dans une situation où les deux côtés ne vont pas tirer un sur l'autre. Ce sera, comme on le dit, un cessez-le-feu intermittent, c'est-à-dire qu'on se réveille de temps en temps avec ici un tir, un tir, ce qu'Israël ne pourra pas supporter parce qu'on ne peut pas terminer une campagne de cette sorte en laissant le choix à l'ennemi de tirer tant qu'il voudra et à l'heure qu'il veut. Donc de ce point de vue-là, nous sommes, je dirais, dans un système qui est assez pesant du point de vue israélien et surtout avec un grand risque. Pourquoi le grand risque? Parce que si jamais Israël, par malchance, va tirer et toucher des civils du côté palestinien, donc ce qui a été le cas dans le premier jour de la campagne, mais parce que les chefs militaires étaient sur place, donc c'est acceptable. Mais si au contraire un obus ou une bombe va tomber par hasard et par faute sur un rassemblement populaire ou sur une école ou sur n'importe quoi de civil, ça risquerait d'entraîner le Hamas, d'entraîner dans l'équation de confrontation contre Israël. Et là, on est dans notre jeu de cartes. Et les frappes de Tsahal, d'ailleurs, se poursuivent. On en a vu cette nuit, on a encore eu ce matin. Alors les frappes sont tout simplement une réponse à ce qui s'est passé. Alors, l'attaque, la frappe sur Rehovot a été répondue par une attaque israélienne. Et on attend maintenant la récidive du côté palestinien. Pour l'instant, il n'y a pas eu, depuis hier soir, il n'y a pas eu d'attaque du côté palestinien. Voyons est-ce que c'est les résultats pour parler de la médiation égyptienne? On le saura dans les prochaines heures. Justement, il y a un responsable politique du djihad islamique qui s'est exprimé dans les médias israéliens, dans la 12e chaîne notamment, qui assure que justement les pourparlers sont en cours avec l'Égypte. Mais pour l'instant, je dirais les deux côtés sont dans des positions qui sont impossibles à compromettre. Donc nous ne sommes pas dans une situation où nous allons accepter le dictat du djihad islamique. Et le djihad islamique, naturellement, qui se révolte et qui croit qu'il est naturellement, c'est comme la grenouille et le bœuf, donc qui croit qu'il est devenu un bœuf. Alors va tout simplement dire non, on continuera. Alors on continuera et naturellement avec l'intention très claire d'entraîner le Hamas au jeu et naturellement de le mettre aussi en confrontation avec Israël. Ce qui, naturellement, du point de vue israélien, c'est, comme je l'ai dit, un autre jeu de cartes, parce que là, avec le Hamas contre Israël, on se retrouvera peut-être avec deux fronts, non pas le front gazaoui, mais aussi le front libanais, où le Hamas est très fort. Et là, naturellement, les risques de dérapage et de débordement avec le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, tout là, est là. Voilà. On se retrouvera dans une autre campagne et dans une guerre totale. Alors Jacques, vous restez avec nous, on va prendre la direction maintenant de Rehovot, vous l'avez dit, où un immeuble a donc été touché de plein fouet. C'est une ville qui se situe dans le centre du pays, dans le sud de la ville de Rishon LeZion. Une personne a donc été tuée, plusieurs autres blessés, des blessés qui sont actuellement toujours hospitalisés. On retrouve donc sur place notre journaliste Ava Merji. Ava, bonjour. Les raisons de cet impact seraient dues à une faille du système antimissile Dôme de Fer.
Oui, il y a deux facteurs en réalité qui peuvent expliquer ce bilan tragique. Une première victime ici à Rehovot, il y a effectivement le fait qu'un missile intercepteur du système Dôme de Fer avait été tiré pour intercepter ce puissant missile de fabrication iranienne tiré depuis la bande de Gaza hier après-midi. Mais effectivement, le missile a raté sa cible et c'est donc comme ça qu'on a eu un impact impressionnant sur cette maison de Rehovot, une ville au sud de Tel Aviv, avec, vous voyez, cet immeuble complètement éventré, des personnes âgées qui aussi, et c'est la deuxième raison peut-être, ne s'étaient pas pour certaines réfugiées dans l'abri de cet immeuble, un immeuble ancien. L'abri lui-même était vétuste, il était utilisé comme entrepôt, il y avait beaucoup de cartons entreposés, donc c'était difficile d'y réfugier. Pourtant, c'est ce qui a sauvé les autres résidents de ce quartier qui sont là à l'instant. Et d'ailleurs, on vient de voir le chef de l'opposition, Yair Lapid, qui est venu visiter, donc voir l'état des dégâts ici à Rehovot et rassurer un petit peu les habitants de ce quartier. Et il a dit c'est un geste indispensable de se protéger dans les abris, de se protéger dans sa cage d'escalier si on n'en a pas. Mais c'est le geste qui sauve. Écoutez, une résidente qui, elle, n'avait pas pu se réfugier dans l'abri à temps, mais qui, heureusement, n'a pas été pile là où il a eu l'impact de ce missile. Quand j'ai entendu la sirène, j'étais sous la douche et j'étais choquée, je ne savais pas quoi faire et où aller. Donc je suis sortie en serviette pour me mettre dans l'abri et j'ai entendu un énorme boom. J'habite à 2 rues de l'immeuble, il y a eu un énorme bruit qui m'a fait peur. C'était vraiment un bruit sourd, très impressionnant. Tout est calme, un calme évidemment précaire puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles roquettes, mais évidemment la population reste quand même sur le qui-vive. Et Océane, ça fait maintenant 12 heures qu'il n'y a pas de tir de roquettes depuis la bande de Gaza. Mais ce qu'on a vu cette nuit, c'est qu'il y a eu encore beaucoup de ripostes, de frappes de Tsahal à Gaza contre des positions du djihad islamique. Et donc il y a toujours cette peur de la revanche. En vérité, ça fait 2 nuits que voilà, quand on se réveille, on se dit il n'y a pas eu de roquettes pendant la nuit. Les dernières roquettes tirées hier soir datent de 22 heures. Aujourd'hui, le calme pour l'instant, mais vous l'imaginez, un calme précaire puisqu'on ne parle pas aujourd'hui d'un cessez-le-feu. En tout cas, pour l'instant, ces négociations de cessez-le-feu avec le djihad islamique n'aboutissent pas, ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, eh bien, on s'attend potentiellement à d'autres tirs de roquettes dans la journée, dans le sud d'Israël. Ici, on ne peut pas prévoir. Merci Ava, la population israélienne qui reste donc sur le qui-vive. Merci Ava Merji. Jacques Neria, vous vouliez peut-être... Alors oui, il faut pas accuser le Dôme de Fer de malfonction technique. Il faut plutôt regarder ici, est-ce que la cible était celle que le radar du Dôme de Fer a aperçue? Est-ce que c'était une autre cible qui était sur place? Et surtout, est-ce que l'opérateur a agi à temps? Parce que l'apparition de la cible est automatique, mais la confirmation du tir se fait par un opérateur. Quoi qu'il en soit, il faut évidemment se mettre à l'abri et rejoindre les abris donc et écouter les consignes. Exactement, respecter donc les consignes de sécurité. Merci Jacques, vous restez encore avec nous. Le djihad islamique, donc on l'a vu, qui continue ses tirs de roquettes sur Israël et selon des sources de l'organisation terroriste, cet immeuble à Rehovot, qui a donc été directement touché, aura été frappé par le missile Bourak 85. C'est un missile qui est fabriqué en Iran. Les précisions de Loïc Stecher-Choukroun. Regardez. Nom de code, Bourak 85. 3 de ces missiles sont ici exposés. L'homme qui les observe s'appelle Khalil Bahitini. C'est l'un des officiers du djihad islamique tué par Tsahal dans une élimination ciblée ces derniers jours. Selon une source de l'organisation terroriste i24 News, ces missiles ont des composants iraniens construits sur place à Gaza. Ces roquettes ont été utilisées, notamment lors d'une frappe qui a fait un mort ce jeudi à Rehovot. Et lors d'une attaque sur Tel Aviv, une attaque avortée, les roquettes ont été interceptées par le système de défense Front de David. Ce type de missile peut parcourir une distance allant jusqu'à 120 km. Quant à sa charge, elle peut contenir jusqu'à 500 kg d'explosifs. Les dégâts peuvent être considérables. Le Shin Bet, les services intérieurs israéliens se posent donc cette question.
Comment ces armes iraniennes sont-elles arrivées dans la bande de Gaza? Par l'Égypte ou par voie maritime? Autant de points d'interrogation qui restent pour l'heure inexpliqués. Car le temps presse, le djihad islamique continue de faire pression sur Israël. Le Hamas, quant à lui, ne serait toujours pas rentré dans le cycle de violence. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les pourparlers auraient repris grâce à la médiation de l'Égypte. Déborah Benayoun, bonjour, merci de nous avoir retrouvés. On va d'abord parler avec vous, Jacques. On l'a entendu, un missile fabriqué en Iran. On savait que l'Iran était derrière tout ça, mais là c'est donc concret. Écoutez, il n'y a pas de production iranienne dans la bande de Gaza. Ce qui se passe, ce sont les opérateurs du djihad islamique qui vont passer des cours en Iran et en Syrie pour apprendre les secrets de la production de ces missiles-là. Donc ils reviennent à Gaza avec la connaissance, avec les technologies, et c'est là que se fait la production. Parce que passer des missiles de cette grandeur par le Sinaï ou par la mer, c'est quelque chose de presque impossible. D'accord, donc ce sont vraiment des confections iraniennes, mais fabriquées dans la bande de Gaza avec des experts qui ont été formés en Iran et en Syrie. Et j'aimerais qu'on revienne, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, le Hamas qui pour l'instant n'entre pas dans cette slave de roquettes. Est-ce que c'est une stratégie de la part de l'organisation terroriste ou est-ce que c'est une volonté de ne pas rentrer volontairement? Alors certainement c'est une volonté parce que ça fait les 3 dernières confrontations militaires avec le djihad islamique depuis ces 4 dernières années. Le Hamas n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce que il est l'adulte responsable de 2 millions de Palestiniens, il doit être responsable de leur donner de l'eau, de l'électricité, des aliments, du travail, et naturellement les frontières sont ouvertes concernant aussi le transfert d'argent du Qatar. Tout cela est mis en danger si jamais le Hamas intervenait. Et naturellement, la riposte israélienne ne serait pas limitée sur la bande de Gaza, mais surtout en Cisjordanie. En espérant évidemment que la situation se calme. Merci beaucoup Jacques Neria pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires, également chercheur au Centre des Affaires publiques de Jérusalem. Merci à vous. Et on va prendre la direction de Sderot, une ville durement touchée. On va retrouver David Mamou. Vous êtes habitant donc de cette ville du sud du pays. Je rappelle que Sderot, ça se situe à moins de 4 km de la bande de Gaza. Alors David, racontez-nous votre quotidien depuis maintenant 4 jours. Maintenant 4 jours, ça fait depuis 20 ans, c'est-à-dire. C'est une guerre avec des interruptions, mais on est en guerre. Les premiers jours, on était en attente, une attente lourde, comme je l'avais précisé tout à l'heure. C'est un calme précaire. Bon, mais on s'y attendait parce que malheureusement, on est assez rodé. Et donc, depuis avant-hier, ça n'a pas arrêté. Même quand on arrive un peu de repos, mais c'est pas vraiment un repos, on n'arrive pas vraiment bien à dormir, il y a un peu de calme. Malheureusement, je ne sais pas à quoi souhaiter parce que si je vais par rapport aux dernières roquettes qu'il y a eu à Rehovot, tout ça arrive malheureusement jusqu'au milieu du pays, c'est assez malheureux, quoi. David, vous êtes enseignant. Les écoles je suis enseignant, oui. Les écoles sont fermées depuis plusieurs jours. Est-ce que les enfants comprennent pourquoi? Est-ce qu'ils comprennent cette situation? Ils comprennent, bien sûr qu'ils comprennent. Ils sont nés avec ça. Comme je vous signalais tout à l'heure, ça fait 20 ans que ça dure. Donc, on enseigne par Zoom, mais c'est compliqué tout ça. Mais on essaye bien sûr, avec beaucoup d'assurance, de les renforcer, de donner besoin d'Hachem, ils ont besoin de ça, que ce soit même nos enfants ici à nous, au sein de la communauté. Je suis aussi rabbin d'une communauté, donc il faut donner beaucoup d'espoir et un optimisme. Et Hachem, en souhaitant qu'il y aura une bonne fin à tout ça. Vous le disiez, ça fait donc 20 ans que vous habitez à Sderot, dans cette ville. Est-ce que vous avez pensé à partir? On sait que là, les autorités régionales notamment ont mis en place des aides pour évacuer justement les habitants du Sud. Est-ce que vous avez pensé à quitter justement cette région?
Jamais. Comme vous voyez, on est ici, on est là, on est à la maison, on n'a jamais pensé partir. Bien qu'on a nous-mêmes une enfant handicapée, et à la maison, mais on n'a jamais pensé partir. On est là, on est ici, on est à la maison, on est revenu chez nous en Israël, et on est là pour toujours, si Dieu veut. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre, et qui sera le plus fort, qui assurera vraiment pour un futur de construction, il sera là pour toujours. C'est une guerre de fatigue. Ils essayent de nous fatiguer, mais grâce à Dieu, on est fort et on a une foi, on a une assurance, et que Dieu aide pour les soldats, et que Dieu les protège et qu'il protège tout le peuple d'Israël et tous les résidents. Et on sait, David, qu'il y a actuellement des pourparlers, des efforts de cessez-le-feu en tout cas qui sont en cours en Égypte. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce cessez-le-feu? Puisque comme vous le disiez, souvent les habitants du Sud, vous êtes les premiers impactés, il y a des cessez-le-feu et finalement ça reprend. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Exactement. Ces cessez-le-feu là, c'est nous prendre un peu en otage, moi, je dirais. Parce que bon, cessez-le-feu, mais c'est pour reprendre une prochaine fois, et en même temps, ça leur donne le temps de s'organiser, de se réarmer, comme l'a souligné Jacques Naguia tout à l'heure. C'est l'Iran qui renforce tout ça, alors ça leur donne du temps. Alors on ne peut pas vivre comme ça à chaque fois, ils appellent ça qu'un tif-toufim. À chaque fois, à compte-gouttes, non, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça n'importe quel endroit au monde, aucun pays, qu'un État n'aurait supporté un rythme comme ça. Nous, on est prêts ici en tant que résidents à rester encore quelques jours, le temps qu'il faudra, pour donner à Tsahal de faire le travail. On presse pas, on a la force, on a l'endurance, on a la résilience, et on tiendra bon. On est là et pour rester. Merci David Mamou. Je rappelle que vous habitez donc dans cette ville de Sderot, durement touchée ces derniers jours dans cette opération bouclier flèche. Merci à vous. Merci, au revoir, bonne nouvelle. Et on vient donc de le voir, la population israélienne, notamment celle du sud du pays, vit au rythme des alertes à la roquette. Déborah Benayoun, je me tourne maintenant vers vous. Il y a aussi la population de Rehovot qui est extrêmement choquée par cet immeuble qui a donc été directement touché hier. Et oui, Océane. Alors, on le rappelle, Rehovot, ça se trouve à une trentaine de kilomètres au sud de Tel Aviv. Et c'est là donc qu'un immeuble, en fin d'après-midi, a été frappé durement par une roquette. Et on en a parlé, donc une femme a été tuée et plus d'une dizaine de personnes ont été blessées. Alors, les médias israéliens ont aussi recueilli le témoignage de plusieurs personnes qui habitent sur place ou dans les environs de cet immeuble. Il y a notamment celui de Tesfaye Tagnia. Son atelier se trouvait au rez-de-chaussée de cet immeuble. Il souffre de douleurs dans le dos, mais c'est surtout évidemment son état émotionnel. Il se dit très choqué, il dit même que sa vie s'est jouée à quelques instants. Voilà ce qu'il dit: je vais bien mais mon corps tremble, je n'ai pas arrêté de pleurer. Si je m'étais attardé là, je serais mort. Je n'imaginais pas que cela m'arriverait aussi. Puis il y a eu aussi un autre témoignage, celui de Shai Cohen cette fois. Lui, il est monté dans l'immeuble dès qu'il a entendu l'explosion. Il a été légèrement blessé en courant et avec d'autres personnes, eh bien, il a décidé de défoncer une porte pour en sortir 2 personnes avec un petit enfant. Et puis évidemment, on l'a vu, dans le sud aussi, le sud du pays est durement touché. On recense évidemment des victimes. À Kfar Maïmon notamment, il y a eu une maison qui a été frappée par une roquette et un ouvrier étranger qui a été blessé. Et puis à Netivot aussi, dans le sud, une autre personne a été blessée. Alors globalement, selon le Magen David Adom, depuis le début de cette opération bouclier et flèche, eh bien 57 personnes ont été blessées, dont 22 physiquement. Il y a eu 5 personnes qui ont été blessées par des éclats de roquettes et il y a eu 16 personnes qui ont été blessées en se rendant dans les abris. Et puis, on l'a dit, donc en dehors des blessés physiques, il y a l'état de choc émotionnel. Beaucoup de personnes en état d'anxiété, 35 personnes selon le Magen David Adom. Plusieurs d'entre elles ont été transportées à l'hôpital pour des soins. Une population donc en état de choc à Rehovot et à une dizaine de kilomètres, 30 kilomètres de là. Ambiance complètement différente. Et oui, cette fois nous sommes à Tel Aviv au parc Ayarkon, c'était hier soir. Et là, eh bien, c'est une toute autre ambiance effectivement puisque c'était le concert d'Aviv Geffen, la star israélienne. Il y avait 40 000 personnes attendues dans ce parc. Alors on aurait pu croire, compte tenu de la situation, que le concert serait annulé puisqu'il y a des risques réels sur place. Il n'y a pas d'abri et une foule compacte qui doit s'allonger par terre en cas d'alerte, eh bien ça peut être très dangereux. Mais les autorités ont quand même décidé de maintenir
faire ce concert malgré tout. Alors certains affirment qu'en fait c'est la résilience israélienne, mais d'autres pensent que c'était tout simplement irresponsable et ils sont en colère. C'est notamment le cas des habitants du sud du pays qui n'ont évidemment pas pu se rendre dans le pays. Alors là vous entendez la musique, puisqu'on voulait vous montrer cette vidéo qui peut paraître un peu surréaliste pour les gens qui nous regardent depuis la France notamment. Ce sont en fait des gens qui regardent le ciel, qui voient les alertes les roquettes au-dessus de leur tête, et en même temps eh bien, le concert d'Aviv Geffen se poursuit. On entend la musique en même temps, donc ça peut paraître assez fou, mais c'est la situation actuellement. Alors avant le concert, Aviv Geffen avait dit lui-même que personne ne ferait taire Israël, et il a promis d'organiser un concert spécial dans le sud du pays pour ceux qui n'ont évidemment pas pu venir à Tel Aviv. Merci Déborah Benayoun. Jacques, c'est vrai que c'est un peu une résilience israélienne. C'est une résilience d'un côté, de l'autre côté, c'est d'un très mauvais goût. Quand les habitants du Sud sont en train de souffrir dans les abris pendant des jours, ça fait 4 jours qu'ils ne respirent même pas, et là, 40 000 personnes se donnent à cœur joie en buvant de la bière et en écoutant un concert. Donc, je dirais c'est tout simplement une mauvaise décision prise par les preneurs de décision. Ça, c'est d'un côté. D'un côté, je voulais donner une précision concernant les missiles. Le djihad islamique a tiré plus de 960 missiles sur Israël. 25% de ces missiles sont tombés en territoire palestinien et ont tué des Palestiniens. Sur les 700 et quelques qui sont restés, 80 sont tombés sur Ashkelon et non pas sur Sderot. Ashkelon a été la ville la plus visée par le djihad islamique, et cela, il faut se rappeler. C'est vrai également, Ashkelon qui se situe à une vingtaine de kilomètres de la bande de Gaza. Merci Jacques, merci Déborah. On finit avec cette information, et cette information où on sait que 2 jours après la fusillade de la Griba devant cette synagogue à Djerba, vous le voyez sur ces images, eh bien, le corps des 2 victimes, Aviel et Benjamin Haddad, sont rentrés en France, et le corps d'Aviel, qui est israélien, doit arriver en fin de matinée ici en Israël. Ces funérailles sont prévues cet après-midi, justement dans la ville du Sud, à Netivot. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Je rappelle que pour l'instant, calme précaire. La nuit a été calme. Pas de roquettes, mais toujours des frappes dans la bande de Gaza. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News. À tout à l'heure. Hautes-Arts Formation, ce sont des études prises en charge à 100% et un étudiant rémunéré. BTS Services informatiques aux organisations, BTS Comptabilité et Gestion, BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, BTS Commerce International, BTS Professions Immobilières, diplôme d'éducateur de jeunes enfants, prépare ton avenir en alternance avec Hautes-Arts Formation. Rejoins-nous sur nos réseaux sociaux et contacte le 01 45 35 69 64 ou par WhatsApp 07 83 93 93 12. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur pour sortir son logement du statut de passoire thermique avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. De toute façon, entre Paris et Tel Aviv, on ne sera jamais d'accord. Non, je peux pas du tout vous laisser dire une chose pareille. C'est totalement aberrant. Non mais enfin, laissez-moi parler, c'est pas possible. Je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le débat. Objection, le droit est très clair sur cette question. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Vous et moi, on sera jamais d'accord. Non mais ça va pas, on est au pays des fous ou quoi? Oh là 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 là, je demande le gong. Soyez au rendez-vous, le vrai débat, c'est tous les soirs dans les grandes gueules Moyen-Orient sur i24 News. Les soirées d'i24 News font peau neuve en 2023. Retrouvez chaque semaine, du lundi au vendredi, vos nouvelles soirées sur i24 News, partagées entre informations pures et magazines thématiques. Chaque lundi, découvrez avec Jean-Charles Banoun la diversité du continent africain et ses relations de plus en plus accrues avec Israël.
Mardi, place au mensuel. Innovation, diplomatie, business, grand reportage. Mercredi, faites le tour de l'actualité sécuritaire avec Mathias Inbar dans le magazine Défense. Chaque jeudi, Cyril Amar vous conte un Maghreb en pleine mutation. Vendredi, enfin, culture au menu du magazine de Valérie Abécassis. Les soirées d'i24 News, c'est à suivre à partir du 2 janvier à 22h. Quatrième journée de l'opération Bouclier et Flèche, des centaines de roquettes ont été tirées dans la soirée vers les localités du sud du pays, frontalières avec la bande de Gaza. Mais la sirène a aussi retenti dans le centre du pays. À Rehovot, une roquette a touché directement un bâtiment. Une personne a été tuée. En représailles à ces tirs, l'armée israélienne a mené cette nuit et ce matin de nouvelles frappes contre des positions terroristes dans la bande de Gaza. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou assure que cette opération prendra le temps qu'il faudra. Et le djihad islamique continue, lui, de menacer Israël. L'organisation terroriste assure que les assassinats israéliens contre leurs responsables ne restera pas impunis et que toutes les options sont sur la table pour la résistance. Dans le même temps, un responsable du djihad islamique confirme que des pourparlers de cessez-le-feu sont en cours en Égypte. Et après 4 jours d'opération, l'Union européenne appelle à un cessez-le-feu immédiat. Il faut mettre fin aux opérations militaires israéliennes à Gaza et mettre fin aux tirs de roquettes contre Israël. Des tirs qui sont inacceptables selon le chef de la diplomatie européenne. Et après plusieurs jours de silence, les États-Unis ont finalement réagi, appelant les deux parties à protéger les civils et à réduire la violence afin d'éviter ce genre de situation. Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. L'opération Bouclier et Flèche entre dans sa 4e journée. Au total, ce sont près de 900 roquettes qui ont été tirées sur Israël, principalement vers les localités du sud du pays, les localités frontalières avec la bande de Gaza. Mais la sirène a aussi retenti dans le centre du pays, notamment à Rishon LeZion ou encore à Holon, à Rehovot. Une roquette a touché directement un bâtiment. Une personne a été tuée, plusieurs autres blessés. En représailles à ces tirs, l'armée israélienne a mené cette nuit et ce matin de nouvelles frappes contre des positions terroristes dans la bande de Gaza. Les précisions de Shani Guidalia. Tsahal poursuit les éliminations ciblées des commandants du djihad islamique. Dernier en date, Ahmad Aboudeka, le commandant adjoint de l'unité des roquettes de l'organisation terroriste. L'armée israélienne a déclaré qu'il avait joué un rôle important dans les tirs de roquettes sur Israël et qu'elle avait attendu 2 jours avant de le cibler. La raison se trouve sur cette vidéo. Ahmad Aboudeka sort de sa maison, seul, et se dirige vers une cache. Selon Tsahal, sa famille, qui l'utilisait comme bouclier humain, se trouvait toujours à ses côtés. C'est la raison pour laquelle il avait échappé aux différentes tentatives d'assassinat. Ahmad Aboudeka a donc été éliminé dans l'une des frappes menées par Tsahal dans la bande de Gaza. Les autres frappes ciblaient des avant-postes militaires et des lance-roquettes de l'organisation terroriste. Jusqu'à maintenant, 215 cibles ont été frappées. Les responsables sécuritaires ont affirmé que tous les objectifs de l'opération ont jusqu'à présent été atteints. Ces éliminations ciblées et les frappes aériennes sont une réponse d'Israël aux tirs de roquettes incessants sur le pays. En 36 heures, près de 900 roquettes ont été tirées sur le sud d'Israël, mais aussi le centre. Ce jeudi, vers 18h, une roquette a frappé de plein fouet un immeuble dans la ville de Rehovot, faisant un mort et plusieurs blessés. L'identité de la victime n'a pas encore été révélée, mais selon les premières informations, elle ne se trouvait pas dans l'abri au moment de l'impact. L'armée a par la suite révélé que la roquette n'a pas été interceptée en raison d'un problème technique du dôme de fer. Cet incident nous apprend que le dôme de fer, malgré ses capacités remarquables, n'est pas infaillible. C'est pourquoi il est si important de continuer à se conformer aux instructions du commandement du front intérieur. Après une évaluation de la situation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont déclaré que l'opération se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire et qu'Israël répondrait fermement à l'attaque de Rehovot.
Ils ont ordonné aux forces de sécurité de continuer à faire payer un lourd tribut au djihad islamique pour ses attaques contre les civils israéliens. En parallèle, l'une des options envisagées est de laisser fermer les points de passage entre Israël et la bande de Gaza et d'interdire l'entrée de marchandises et de carburant. Et ce, afin que le Hamas fasse pression sur le djihad islamique pour parvenir à une trêve. Jacques Neria, bonjour, ancien officier des renseignements militaires, également chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Alors Jacques, on le voit, le djihad islamique continue de tirer sur Israël et poursuit même ses menaces contre le gouvernement. Alors, il faut comprendre le comportement d'une telle organisation terroriste. Ils veulent dire le dernier mot. Donc, et Israël ne veut changer cette équation-là. Donc, en début d'opération, Israël a pris l'initiative, ce qu'Israël n'avait jamais fait dans le passé. Donc, depuis pas mal de temps, Israël n'avait pas pris l'initiative. Et maintenant, Israël a aussi dit très clairement au djihad islamique, vous ne direz pas le dernier mot. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie d'arriver à une sorte d'entendement concernant un cessez-le-feu, mais les conditions qui sont posées par le djihad islamique sont inacceptables, totalement inacceptables par Israël. Les trois conditions sont l'annulation du défilé des drapeaux à Jérusalem la semaine prochaine, le retour du corps du prisonnier qui est mort de la grève de faim et naturellement l'arrêt total du ciblage des personnalités et des militaires du djihad islamique, ce qui naturellement Israël n'acceptera jamais. Donc de ce fait-là, nous sommes dans une situation où, comme on le voit, ça fait déjà plusieurs heures que le djihad islamique ne tire pas, ou bien il est en train de se réorganiser, voir où mener ses munitions, les poser dans des endroits qui ne sont pas, je dirais, sous la surveillance d'Israël et naturellement tirer au moment opportun ou au contraire, on se retrouvera dans une situation où les deux côtés ne vont pas tirer un sur l'autre. Ce sera, comme on le dit, un cessez-le-feu intermittent, c'est-à-dire qu'on se réveille de temps en temps avec ici un tir, un tir, ce qu'Israël ne pourra pas supporter parce qu'on ne peut pas terminer une campagne de cette sorte en laissant le choix à l'ennemi de tirer tant qu'il voudra et à l'heure qu'il veut. Donc de ce point de vue-là, nous sommes, je dirais, dans un système qui est assez pesant du point de vue israélien et surtout avec un grand risque. Pourquoi le grand risque? Parce que si jamais Israël, par malchance, va tirer et toucher des civils du côté palestinien, donc ce qui a été le cas dans le premier jour de la campagne, mais parce que les chefs militaires étaient sur place, donc c'est acceptable. Mais si au contraire un obus ou une bombe va tomber par hasard et par faute sur un rassemblement populaire ou sur une école ou sur n'importe quoi de civil, ça risquerait d'entraîner le Hamas, d'entrer dans l'équation de confrontation contre Israël. Et là, on est dans notre jeu de cartes. Et les frappes de Tsahal, d'ailleurs, se poursuivent. On en a vu cette nuit, on a encore eu ce matin. Alors les frappes sont tout simplement une réponse à ce qui s'est passé. Alors, l'attaque, la frappe sur Rehovot a été répondue par une attaque israélienne. Et on attend maintenant la récidive du côté palestinien. Pour l'instant, il n'y a pas eu, depuis hier soir, il n'y a pas eu d'attaque du côté palestinien. Voyons est-ce que c'est les résultats des pourparlers de la médiation égyptienne? On le saura dans les prochaines heures. Justement, il y a un responsable politique du djihad islamique qui s'est exprimé dans les médias israéliens, dans la 12e chaîne notamment, qui assure que justement les pourparlers sont en cours avec l'Égypte. Mais pour l'instant, je dirais les deux côtés sont dans des positions qui sont impossibles à compromettre. Donc nous ne sommes pas dans une situation où nous allons accepter le dictat du djihad islamique. Donc, et le djihad islamique, naturellement, qui se révolte et qui croit qu'il est naturellement, c'est comme la grenouille et le bœuf, donc qui croit qu'il est devenu un bœuf. Alors, va tout simplement dire non, on continuera. Alors, on continuera et naturellement avec l'intention très claire d'entraîner le Hamas au jeu et naturellement de le mettre aussi en confrontation avec Israël. Ce qui, naturellement, du point de vue israélien, c'est, comme je l'ai dit, un autre jeu de cartes, parce que là, avec le Hamas contre Israël, on se retrouvera peut-être avec deux fronts, non pas le front gazaoui, mais aussi le front libanais, où le Hamas est très fort. Et là, naturellement, les risques de dérapage et de débordement avec le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, tout est là. Voilà. On se retrouvera dans une autre campagne et dans une guerre totale.
Alors Jacques, vous restez avec nous, on va prendre la direction maintenant de Rehovot, vous l'avez dit, où un immeuble a donc été touché de plein fouet. C'est une ville qui se situe dans le centre du pays, dans le sud de la ville de Rishon LeZion. Une personne a donc été tuée, plusieurs autres blessés, des blessés qui sont actuellement toujours hospitalisés. On retrouve donc sur place notre journaliste Ava Merji. Ava, bonjour. Les raisons de cet impact seraient dues à une faille du système antimissile Dôme de Fer. Oui, il y a deux facteurs en réalité qui peuvent expliquer ce bilan tragique. Une première victime ici à Rehovot, il y a effectivement le fait qu'un missile intercepteur du système Dôme de Fer avait été tiré pour intercepter ce puissant missile de fabrication iranienne tiré depuis la bande de Gaza hier après-midi. Mais effectivement, le missile a raté sa cible et c'est donc comme ça qu'on a eu un impact impressionnant sur cette maison de Rehovot, une ville au sud de Tel Aviv, avec, vous voyez, cet immeuble complètement éventré, des personnes âgées qui aussi, et c'est la deuxième raison peut-être, ne s'étaient pas pour certaines réfugiées dans l'abri de cet immeuble, un immeuble ancien. L'abri lui-même était vétuste, il était utilisé comme entrepôt, il y avait beaucoup de cartons entreposés, donc c'était difficile d'y réfugier. Pourtant, c'est ce qui a sauvé les autres résidents de ce quartier qui sont là à l'instant. Et d'ailleurs, on vient de voir le chef de l'opposition, Yair Lapid, qui est venu visiter, donc voir l'état des dégâts ici à Rehovot et rassurer un petit peu les habitants de ce quartier. Et il a dit c'est un geste indispensable de se protéger dans les abris, de se protéger dans sa cage d'escalier si on n'en a pas. Mais c'est le geste qui sauve. Écoutez, une résidente qui, elle, n'avait pas pu se réfugier dans l'abri à temps, mais qui, heureusement, n'a pas été pile là où il a eu l'impact de ce missile. Quand j'ai entendu la sirène, j'étais sous la douche et j'étais choquée, je ne savais pas quoi faire et où aller. Donc je suis sortie en serviette pour me mettre dans l'abri et j'ai entendu un énorme boom. J'habite à 2 rues de l'immeuble, il y a eu un énorme bruit qui m'a fait peur. C'était vraiment un bruit sourd, très impressionnant. Tout est calme, un calme évidemment précaire puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles roquettes, mais évidemment la population reste quand même sur le qui-vive. Et Océane, ça fait maintenant 12 heures qu'il n'y a pas de tir de roquettes depuis la bande de Gaza. Mais ce qu'on a vu cette nuit, c'est qu'il y a eu encore beaucoup de ripostes, de frappes de Tsahal à Gaza contre des positions du djihad islamique. Et donc il y a toujours cette peur de la revanche. En vérité, ça fait 2 nuits que voilà, quand on se réveille, on se dit il n'y a pas eu de roquettes pendant la nuit. Les dernières roquettes tirées hier soir datent de 22 heures. Aujourd'hui, le calme pour l'instant, mais vous l'avez imaginé, un calme précaire puisqu'on ne parle pas aujourd'hui d'un cessez-le-feu. En tout cas, pour l'instant, ces négociations de cessez-le-feu avec le djihad islamique n'aboutissent pas, ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, eh bien, on s'attend potentiellement à d'autres tirs de roquettes dans la journée, dans le sud d'Israël. Ici, on ne peut pas prévoir. Merci Ava, la population israélienne qui reste donc sur le qui-vive. Merci Ava Merji. Jacques Neria, vous vouliez peut-être... Alors oui, il ne faut pas accuser le Dôme de Fer de malfonction technique. Il faut plutôt regarder ici, est-ce que la cible était celle que le radar du Dôme de Fer a aperçue? Est-ce que c'était une autre cible qui était sur place? Et surtout, est-ce que l'opérateur a agi à temps? Parce que l'apparition de la cible est automatique, mais la confirmation du tir se fait par un opérateur. Quoi qu'il en soit, il faut évidemment se mettre à l'abri et rejoindre les abris donc de écouter les consignes. Exactement, respecter donc les consignes de sécurité. Merci Jacques, vous restez encore avec nous. Le djihad islamique, donc on l'a vu, qui continue ses tirs de roquettes sur Israël et selon des sources de l'organisation terroriste, cet immeuble à Rehovot, qui a donc été directement touché, aura été frappé par le missile Burak 85. C'est un missile qui est fabriqué en Iran. Les précisions de Loïc Stecher-Choukroun. Regardez. Nom de code, Burak 85. 3 de ces missiles sont ici exposés. L'homme qui les observe s'appelle Khalil Bahitini. C'est l'un des officiers du djihad islamique tué par Tsahal dans une élimination ciblée ces derniers jours. Selon une source de l'organisation terroriste i24 News, ces missiles ont des composants iraniens construits sur place à Gaza. Ces roquettes ont été utilisées
notamment lors d'une frappe qui a fait un mort ce jeudi à Rehovot et lors d'une attaque sur Tel Aviv, une attaque avortée. Les roquettes ont été interceptées par le système de défense Front de David. Ce type de missile peut parcourir une distance allant jusqu'à 120 km. Quant à sa charge, elle peut contenir jusqu'à 500 kg d'explosifs. Les dégâts peuvent être considérables. Le Shin Bet, les services intérieurs israéliens se posent donc cette question. Comment ces armes iraniennes sont-elles arrivées dans la bande de Gaza? Par l'Égypte ou par voie maritime? Autant de points d'interrogation qui restent pour l'heure inexpliqués. Car le temps presse, le djihad islamique continue de faire pression sur Israël. Le Hamas, quant à lui, ne serait toujours pas rentré dans le cycle de violence. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les pourparlers auraient repris grâce à la médiation de l'Égypte. Déborah Benayoun, bonjour, merci de nous avoir retrouvés. On va d'abord parler avec vous, Jacques. On l'a entendu, un missile fabriqué en Iran. On savait que l'Iran était derrière tout ça, mais là c'est donc concret. Écoutez, il n'y a pas de production iranienne dans la bande de Gaza. Ce qui se passe, ce sont les opérateurs du djihad islamique qui vont passer des cours en Iran et en Syrie pour apprendre les secrets de la production de ces missiles-là. Donc ils reviennent à Gaza avec la connaissance, avec les technologies, et c'est là que se fait la production. Parce que passer des missiles de cette grandeur par le Sinaï ou par la mer, c'est quelque chose de presque impossible. D'accord, donc ce sont vraiment des confections iraniennes, mais fabriquées dans la bande de Gaza avec des experts qui ont été formés en Iran et en Syrie. Et j'aimerais qu'on revienne, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, le Hamas qui pour l'instant n'entre pas dans cette slave de roquettes. Est-ce que c'est une stratégie de la part de l'organisation terroriste ou est-ce que c'est une volonté de ne pas rentrer volontairement? Alors certainement c'est une volonté parce que ça fait les 3 dernières confrontations militaires avec le djihad islamique depuis ces 4 dernières années. Le Hamas n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce que il est l'adulte responsable de 2 millions de Palestiniens, il doit être responsable de leur donner de l'eau, de l'électricité, des aliments, du travail, et naturellement les frontières sont ouvertes concernant aussi le transfert d'argent du Qatar. Tout cela est mis en danger si jamais le Hamas intervenait. Et naturellement, la riposte israélienne ne serait pas limitée sur la bande de Gaza, mais surtout en Cisjordanie. En espérant évidemment que la situation se calme. Merci beaucoup Jacques Neria pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires, également chercheur au Centre des Affaires publiques de Jérusalem. Merci à vous. Et on va prendre la direction de Sderot, une ville durement touchée. On va retrouver David Mamou. Vous êtes habitant donc de cette ville du sud du pays. Je rappelle que Sderot, ça se situe à moins de 4 km de la bande de Gaza. Alors David, racontez-nous votre quotidien depuis maintenant 4 jours. Maintenant 4 jours, ça fait depuis 20 ans, c'est-à-dire. C'est une guerre avec des interruptions, mais on est en guerre. Les premiers jours, on était en attente, une attente lourde, comme je l'avais précisé tout à l'heure. C'est un calme précaire. Mais on s'y attendait parce que malheureusement, on est assez rodé. Et donc, depuis avant-hier, ça n'a pas arrêté. Même quand on arrive un peu de repos, mais c'est pas vraiment un repos, on n'arrive pas vraiment bien à dormir. Il y a un peu de calme. Malheureusement, je ne sais pas à quoi souhaiter parce que si je vais par rapport aux dernières roquettes qu'il y a eu à Rehovot, tout ça arrive malheureusement jusqu'au milieu du pays, c'est assez malheureux, quoi. David, vous êtes enseignant. Les écoles je suis enseignant, oui. Les écoles sont fermées depuis plusieurs jours. Est-ce que les enfants comprennent pourquoi? Est-ce qu'ils comprennent cette situation? Ils comprennent, bien sûr qu'ils comprennent. Ils sont nés avec ça. Comme je vous signalais tout à l'heure, ça fait 20 ans que ça dure. Donc, on enseigne par Zoom, mais c'est compliqué tout ça. Mais on essaye bien sûr, avec beaucoup d'assurance, de les renforcer, de donner... Hachem, ils ont besoin de ça, que ce soit même
nos enfants ici à nous. Au sein de la communauté, je suis aussi rabbin d'une communauté, donc il faut donner beaucoup d'espoir et un optimisme. Et en souhaitant qu'il y aura une bonne fin à tout ça. Vous le disiez, ça fait donc 20 ans que vous habitez à Sderot, dans cette ville. Est-ce que vous avez pensé à partir? On sait que là, les autorités régionales notamment ont mis en place des aides pour évacuer justement les habitants du Sud. Est-ce que vous avez pensé à quitter justement cette région? Jamais. Comme vous voyez, on est ici, on est là, on est à la maison, on n'a jamais pensé partir. Bien qu'on a nous-mêmes une enfant handicapée, et à la maison, mais on n'a jamais pensé partir. On est là, on est ici, on est à la maison, on est revenu chez nous en Israël. Et on est là pour toujours, si Dieu veut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre. Et qui sera le plus fort, qui assurera vraiment pour un futur de construction, il sera là pour toujours. C'est une guerre de fatigue. Ils essayent de nous fatiguer, mais grâce à Dieu, on est fort et on a une foi, on a une assurance. Et que Dieu aide pour les soldats, et que Dieu les protège et qu'il protège le peuple d'Israël et tous les résidents. Et on sait, David, qu'il y a actuellement des pourparlers, des efforts de cessez-le-feu en tout cas qui sont en cours en Égypte. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce cessez-le-feu? Puisque comme vous le disiez, souvent les habitants du Sud, vous êtes les premiers impactés, il y a des cessez-le-feu et finalement ça reprend. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Exactement. Ces cessez-le-feu là, c'est nous prendre un peu en otage, moi, je dirais. Parce que bon, cessez-le-feu, mais c'est pour reprendre une prochaine fois et en même temps, ça leur donne le temps de s'organiser, de se réarmer, comme l'a souligné Jacques Naga tout à l'heure. C'est l'Iran qui renforce tout ça. Alors ça nous donne du temps. Alors on peut pas vivre comme ça à chaque fois. Ils appellent ça qu'un tif-toufim. À chaque fois, à compte-gouttes, non, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça n'importe quel endroit au monde, aucun pays, qu'un État n'aurait supporté un rythme comme ça. Nous, on est prêts ici en tant que résidents à rester encore quelques jours, le temps qu'il faudra pour donner à Tsahal de faire le travail. On presse pas, on a la force, on a l'endurance, on a la résilience et on tiendra bon. On est là et pour rester. Merci David Mamou. Je rappelle que vous habitez donc dans cette ville de Sderot, durement touchée ces derniers jours dans cette opération bouclier flèche. Merci à vous. Merci, au revoir, bonne nouvelle. Et on vient donc de le voir, la population israélienne, notamment celle du sud du pays, vit au rythme des alertes à la roquette. Déborah Benayoun, je me tourne maintenant vers vous. Il y a aussi la population de Rehovot qui est extrêmement choquée par cet immeuble qui a donc été directement touché hier. Et oui, Océane. Alors, on le rappelle, Rehovot, ça se trouve à une trentaine de kilomètres au sud de Tel Aviv. Et c'est là donc qu'un immeuble, en fin d'après-midi, a été frappé durement par une roquette. Et on en a parlé, donc une femme a été tuée et plus d'une dizaine de personnes ont été blessées. Alors, les médias israéliens ont aussi recueilli le témoignage de plusieurs personnes qui habitent sur place ou dans les environs de cet immeuble. Il y a notamment celui de Tesfaye Tagnia. Son atelier se trouvait au rez-de-chaussée de cet immeuble. Il souffre de douleurs dans le dos, mais c'est surtout évidemment son état émotionnel. Il se dit très choqué, il dit même que sa vie s'est jouée à quelques instants. Voilà ce qu'il dit: je vais bien mais mon corps tremble, je n'ai pas arrêté de pleurer. Si je m'étais attardé là, je serais mort. Je n'imaginais pas que cela m'arriverait aussi. Puis il y a eu aussi un autre témoignage, celui de Shai Cohen cette fois. Lui, il est monté dans l'immeuble dès qu'il a entendu l'explosion. Il a été légèrement blessé en courant et avec d'autres personnes, eh bien, il a décidé de défoncer une porte pour en sortir 2 personnes avec un petit enfant. Et puis évidemment, on l'a vu, dans le sud aussi, le sud du pays est durement touché. On recense évidemment des victimes. À Kfar Maïmon notamment, il y a une maison qui a été frappée par une roquette et un ouvrier étranger qui a été blessé. Et puis à Netivot aussi, dans le sud, une autre personne a été blessée. Alors globalement, selon le Magen David Adom, depuis le début de cette opération bouclier et flèche, eh bien 57 personnes ont été blessées, dont 22 physiquement. Il y a eu 5 personnes qui ont été blessées par des éclats de roquettes et il y a eu 16 personnes qui ont été blessées en se rendant dans les abris. Et puis, on l'a dit, donc en dehors des blessés physiques, il y a l'état de choc émotionnel. Beaucoup de personnes en état d'anxiété, 35 personnes selon le Magen David Adom. Plusieurs d'entre elles ont été transportées à l'hôpital pour des soins. Une population donc en état de choc à Rehovot et à une dizaine de kilomètres, 30 kilomètres de là,
Ambiance complètement différente. Et oui, cette fois nous sommes à Tel Aviv au parc Ayarkon, c'était hier soir. Et là, eh bien, c'est une toute autre ambiance effectivement puisque c'était le concert d'Aviv Geffen, la star israélienne. Il y avait 40 000 personnes attendues dans ce parc. Alors on aurait pu croire compte tenu de la situation que le concert serait annulé puisqu'il y a des risques réels sur place. Il n'y a pas d'abri et une foule compacte qui doit s'allonger par terre en cas d'alerte, eh bien ça peut être très dangereux. Mais les autorités ont quand même décidé de maintenir ce concert malgré tout. Alors certains affirment qu'en fait c'est la résilience israélienne, mais d'autres pensent que c'était tout simplement irresponsable et ils sont en colère. C'est notamment le cas des habitants du sud du pays qui n'ont évidemment pas pu se rendre dans le pays. Alors là vous entendez la musique puisqu'on voulait vous montrer cette vidéo qui peut paraître un peu surréaliste pour les gens qui nous regardent depuis la France notamment. Ce sont en fait des gens qui regardent le ciel, qui voient les alertes les roquettes au-dessus de leur tête et en même temps eh bien, le concert d'Aviv Geffen se poursuit. On entend la musique en même temps, donc ça peut paraître assez fou, mais c'est la situation actuellement. Alors avant le concert, Aviv Geffen avait dit lui-même que personne ne ferait taire Israël et il a promis d'organiser un concert spécial dans le sud du pays pour ceux qui n'ont évidemment pas pu venir à Tel Aviv. Merci Déborah Benayoun. Jacques, c'est vrai que c'est un peu une résilience israélienne. C'est une résilience d'un côté, de l'autre côté, c'est d'un très mauvais goût. Quand les habitants du Sud sont en train de souffrir dans les abris pendant des jours, ça fait 4 jours qu'ils ne respirent même pas, et là, 40 000 personnes se donnent à cœur joie en buvant de la bière et en écoutant un concert. Donc, je dirais c'est tout simplement une mauvaise décision prise par les preneurs de décision. Ça, c'est d'un côté. D'un côté, je voulais donner une précision concernant les missiles. Le djihad islamique a tiré plus de 960 missiles sur Israël. 25% de ces missiles sont tombés en territoire palestinien et ont tué des Palestiniens. Sur les 700 et quelques qui sont restés, 80 sont tombés sur Ashkelon et non pas sur Sderot. Ashkelon a été la ville la plus visée par le djihad islamique. Et cela, il faut se rappeler. C'est vrai également, Ashkelon qui se situe à une vingtaine de kilomètres de la bande de Gaza. Merci.